Bienvenue, 29ers et amis d'Haïti, dans le train Gigi Forever 29. Le voyage d'aujourd'hui nous emmène à travers le paysage complexe de l'histoire économique d'Haïti en explorant le fardeau historique, l'impact de la dette sur l'économie haïtienne. Ce sujet n'est pas seulement fascinant, il est aussi d'une importance capitale. La dette d'indépendance imposée à Haïti par la France a jeté une longue ombre sur la santé fiscale et le progrès de la nation. Elle a étouffé la croissance de secteurs essentiels comme l'agriculture, contribuant à une pauvreté durable et à l'instabilité économique. Les répercussions de cette dette se font encore sentir aujourd'hui, soulignant l'urgence de rectifier les erreurs historiques et de soutenir la résurgence économique d'Haïti. Dans cet épisode, Gigi et le Dr Gilbert dévoilent le pouvoir de la connaissance. Ils plongent dans les complexités de l'économie haïtienne, qui reste l'une des plus fragiles au monde, lourdement grevée par sa dette publique. Une partie importante de cette dette provient de l'indemnité imposée par la France, une ancre lourde qui tire vers le bas le navire financier de la nation. Alors que nous traversons cet épisode, l'appel à l'action devient clair. Il est impératif d'intensifier la pression sur la France pour qu'elle reconnaisse sa responsabilité historique. Cet épisode est un phare qui éclaire le carrefour de l'histoire et de l'économie. Vous voudrez profiter de ce voyage instructif. Embarquez pour un voyage de compréhension et d'autonomisation. Bienvenue à bord du train Gigi Forever 29. L'épisode d'aujourd'hui est fantastique et nous sommes ravis d'avoir des personnes comme vous qui croient qu'il faut faire mieux. Notre objectif est de faire d'Haïti une zone bleue et nous sommes déterminés à y parvenir. Comme Mike l'a souligné, l'économie d'Haïti est l'une des plus vulnérables au monde, principalement en raison de l'indemnité que la France a imposée à Haïti dans les années 1825. Nous en discuterons sous peu, mais réfléchissons d'abord au développement récent. Haïti a subi suffisamment de violence et de destruction et ses citoyens méritent un avenir prospère. La seule façon d'y parvenir est de choisir le bon leader et de travailler ensemble. En tant que citoyen haïtien, vous pouvez façonner l'avenir de votre pays grâce à des élections ouvertes et équitables. Personne ne devrait être nommé à la présidence. Un président légitime doit passer par les voies appropriées et être élu par le peuple. C'est à vous de poser des questions perspicaces à vos candidats à la présidence, d'évaluer leur aptitude au poste et de tirer les leçons des erreurs passées pour assurer un avenir meilleur à Haïti. Travaillons ensemble pour faire d'Haïti un endroit meilleur pour tous ses citoyens. Le président de tout pays occupe une position importante et centrale dans son système politique. En tant que chef de l'État, le président joue un rôle crucial dans la gouvernance et l'administration du pays, représentant et dirigeant la nation sur les fronts national et international. Les responsabilités du président incluent la supervision du fonctionnement du gouvernement, la prise de décisions politiques critiques et la fonction de commandant en chef des forces armées. Élire un président est une lourde responsabilité. Le destin de la nation repose sur les épaules d'un seul individu. Malgré le climat politique instable d'Haïti, une gouvernance efficace et des élections équitables doivent être mises en place et les défis doivent être surmontés. Les citoyens haïtiens doivent prendre leurs responsabilités au sérieux et élire un président capable de conduire le pays vers un avenir meilleur. Des discussions significatives doivent avoir lieu, le Conseil électoral doit être réformé et tous les candidats qualifiés doivent être autorisés à présenter leur candidature. Le processus de débat devrait alors commencer, permettant aux électeurs de recueillir des informations sur chaque candidat et les enjeux qu'il défend. Les entretiens avec les médias peuvent également fournir des informations précieuses, permettant ainsi de sélectionner le candidat le plus approprié.
Le paysage politique d'Haïti a traversé des périodes tumultueuses, notamment durant le bref mandat de Fritz Bélizaire en tant que Premier ministre. Chargé d'instaurer un changement positif en pleine crise, les vols internationaux vers Port-au-Prince ont été suspendus en raison des attaques des gangs sur des infrastructures vitales comme l'aéroport et le port maritime en mars. Malheureusement, le nouveau conseil formé est en proie à des dissensions internes, laissant la population haïtienne frustrée et impuissante, ne parvenant pas à se mettre d'accord. La nomination de Bélizaire a plongé le conseil dans une crise immédiate, alimentant les craintes d'une conspiration pour maintenir le pouvoir au sein du PHTK et de ses alliés, perpétuant ainsi la corruption endémique. En dépit de ces défis, la résilience du peuple haïtien et son humour face à l'adversité demeurent remarquables. Une blague circulant dans les rues d'Haïti, « Ça cap passé, cap fait même moun fou saisi », souligne avec humour l'étonnement général face aux événements. Cette plaisanterie, bien que légère, reflète la gravité de la situation actuelle. Pour surmonter ces troubles, le peuple haïtien doit s'unir autour d'un objectif commun. Il est impératif que les responsables gouvernementaux, les dirigeants communautaires et les médias donnent la priorité aux besoins du peuple haïtien plutôt qu'à leurs intérêts. Concernant Guy Philippe, pourquoi ne fait-il pas partie de Haut Conseil? Comme il est bien soutenu par une partie de la population, la présidence doit être déterminée par des élections démocratiques plutôt que par des nominations. Cependant, sa participation au Conseil pourrait être bénéfique en représentant des opinions diverses. Même processus électoraux que les autres candidats, garantissant que la présidence soit attribuée à la personne la plus compétente élue par le peuple. En attendant, les citoyens doivent s'abstenir de recourir à la violence. Au lieu de cela, ils devraient engager des discussions calmes avec leurs familles et leurs amis pour déterminer le meilleur dirigeant pour la nation. La solution au problème d'Haïti ne peut être trouvée dans les rues de Port-au-Prince, ni en discutant avec des dirigeants discrédités ou en consommant de fausses nouvelles. L'accent devrait être mis sur la restauration du pays à sa gloire d'avant l'époque de Duvalier. Dans l'ère de transformation des années 1950, l'élection de Duvalier a entraîné un changement démographique important, de nombreuses personnes étant relocalisées à Port-au-Prince. Il en est résulté une surcharge du capital. Pour y remédier, un plan stratégique visant à décentraliser la population en favorisant la création d'emplois dans d'autres régions est crucial. Cette initiative encouragerait les gens à retourner dans leur communauté d'origine ou à s'installer dans des régions offrant de meilleures opportunités d'emploi, subvenant ainsi aux besoins de leur famille et contribuant au développement régional. Le leadership joue un rôle central dans cette entreprise. Il est impératif de mettre en place une infrastructure solide pour l'éducation et les soins de santé, afin de garantir des services accessibles et abordables pour tous. Imaginez un réseau d'écoles de qualité au sein de chaque communauté, un collège communautaire dans chaque arrondissement et une université dans chaque département, complété par des hôpitaux bien équipés à portée de main. Ce cadre éducatif et de soins de santé et la création d'opportunités d'emploi respectables favoriseront une culture de dignité et de respect à tous les niveaux professionnels. Les citoyens ont eux aussi un rôle crucial à jouer dans le renforcement de leur communauté. Ils devraient donner la priorité aux choix familiaux, éducatifs et de style de vie. S'engager dans des activités de développement communautaire telles que faire du sport, des excursions avec la famille et les amis, visiter la plage et les montagnes, explorer les musées, organiser des soirées cinéma en famille, organiser des rassemblements de frites de poisson le vendredi et jouer à des jeux peut également contribuer à bâtir une communauté solide. Cela peut renforcer vos liens communautaires et promouvoir une société harmonieuse où chacun est valorisé et respecté, des concierges aux doyens et maires aux ouvriers. Pour bâtir une nation plus équilibrée, plus prospère et plus cohésive, vous devez également nourrir les valeurs familiales, soutenir les églises locales et promouvoir la dignité au travail.
Cette approche holistique contribuera à relever les défis de la surpopulation urbaine et à créer un avenir meilleur pour tous. Et cela peut être encore mieux. Imaginez respirer de l'air frais au lieu de l'odeur des pneus brûlés et du bruit des coups de feu. La possibilité d'un voyage en train à bord Gigi Forever 29 n'est pas exagérée. Je rêve que notre train Gigi Forever 29 relie le Cap-Haïtien à Caille, traverse les 10 départements et apporte une énergie positive à ses passagers. Chaque compartiment aura un objectif spécifique et offrira diverses commodités, ce qui le rendra pratique pour les touristes locaux et étrangers. Un train de marchandises transportera également des marchandises, ce qui profitera grandement au secteur agricole. Certains diront peut-être que cette idée est folle, mais saviez-vous qu'Haïti disposait d'un système ferroviaire qui fonctionnait bien entre 1876 et les années 1970? C'est le premier pays des Caraïbes à disposer d'un système ferroviaire dans la zone urbaine de Port-au-Prince. Cependant, le système ferroviaire a finalement été fermé en raison de divers facteurs. Mais nous, les imparables 29ers, pouvons faire de ce rêve une réalité. Dr J, pourriez-vous passer en revue quelques points clés de l'histoire du transport ferroviaire en Haïti? Salutations à tous. Nous apprécions votre soutien indéfectible dans ce voyage. Malgré les défis auxquels nous avons été confrontés en Haïti, nous restons convaincus que nous les surmonterons. Nous croyons fermement que le changement en Haïti doit venir de l'intérieur et que blâmer et détruire n'aidera pas le pays. Comme Gigi l'a mentionné, s'unir pour le bien d'Haïti est crucial. Nous encourageons la pratique de l'allocentrisme, car l'égoïsme est endémique et déchire les gens au lieu de travailler ensemble pour résoudre le chaos en Haïti. Même si la tâche semble ardue, nos ancêtres se sont battus pour notre indépendance et nous devons suivre leurs traces. Former un petit groupe pour aider Haïti est possible sans se détruire. La plaisanterie qui circule à Port-au-Prince est un triste reflet de l'incapacité du Conseil nouvellement formé à se rassembler pour le bien du pays. Cette situation met en évidence l'importance de l'unité pour aller de l'avant. Maintenant, laissez-moi répondre à la question de Gigi. Mais Haïti possédait le premier système ferroviaire des Caraïbes. Bien qu'il n'y ait pas de chemin de fer opérationnel en Haïti à l'heure actuelle, le gouvernement possédait plusieurs tramways et chemins de fer dans le passé. En 1876, la Compagnie des chemins de fer de Port-au-Prince, CCFPP, exploitait un système de tramway tiré par des chevaux qui constituait un mode de transport pratique pour les habitants. Malheureusement, le système de tramway a cessé ses activités en 1888 en raison de la concurrence croissante des bus. En 1896, la Société des tramways de Port-au-Prince relance le système de tramway et construit 2 nouvelles lignes rurales. Malgré les projets d'électrification du système, les tramways à vapeur cessèrent de fonctionner en 1932. La Compagnie des chemins de fer de la plaine du cul-de-sac, CCFPCS, exploitait des lignes rurales à voie étroite de 2 pieds 6 pouces, 762 mm, principalement utilisées pour le transport de la canne à sucre. Après l'occupation américaine d'Haïti en 1915, le CCFPCS fut repris par la Haitian American Sugar Company, HASCO, et rebaptisé Chemin de fer central. Cependant, ces lignes n'étaient pas reliées au système ferroviaire urbain. Pas de connexion ferroviaire avec la République dominicaine. Les systèmes ferroviaires d'Haïti n'ont jamais été connectés à la République dominicaine voisine. Le système ferroviaire historique d'Haïti était remarquable, fonctionnant de 1876 jusqu'aux années 1970 et facilitant le transport et le commerce au sein du pays. C'est un témoignage de la capacité d'Haïti à développer ses infrastructures et une source d'inspiration pour l'avenir. La relance du système ferroviaire transformerait Haïti en reliant les zones urbaines et rurales et en stimulant la croissance économique. L'un des défis d'Haïti est le fardeau financier imposé par la France après l'indépendance, exigeant une indemnité équivalent à des milliards de dollars dans la monnaie actuelle. Remédier à cette injustice historique pourrait fournir un moyen de financer des projets critiques tels que la reconstruction du système ferroviaire, ouvrant potentiellement la voie à une nouvelle ère de croissance
et de connectivité pour Haïti. La conversation sur les réparations et la restitution économique vise à rectifier le passé et à construire un avenir durable et prospère pour le peuple haïtien. Malgré le manque de chemin de fer en Haïti, nous pouvons revenir sur notre histoire et constater qu'il est possible de disposer d'un système ferroviaire fonctionnel. Nous pouvons surmonter les défis et faire de ce rêve une réalité avec détermination et collaboration. Continuons à avancer en tant que 29ers imparables que nous sommes. Cela nous amène à l'épisode d'aujourd'hui, le fardeau historique, l'impact de la dette sur l'économie haïtienne. Merci, Dr. J. Ton observation est exacte. Haïti a un immense potentiel de prospérité si seulement la France reconnaissait et résolvait les injustices historiques infligées au pays. La somme exorbitante qu'Haïti a été obligé de payer en compensation de son accession à l'indépendance est à l'origine de la misère du pays. Cette injustice a touché tous les Haïtiens, quelle que soit leur origine, et il est temps que la France assume la responsabilité de leurs actes. Saviez-vous que la France a demandé des compensations à Haïti suite à la Révolution haïtienne? Il s'agissait de compenser les colons français pour la perte de leurs propriétés et l'esclavage. Il est choquant de constater qu'Haïti était la seule colonie des Caraïbes à devoir payer pour son indépendance. Même si le gouvernement avait déjà beaucoup sacrifié pour obtenir l'indépendance, il devait néanmoins en payer le prix. Il convient de noter que c'était le seul ancienne colonie caribéenne qui a dû payer pour son indépendance. Il est ironique que dans ce cas, les vainqueurs aient dû payer. Haïti a effectué des paiements totalisant 112 millions de francs sur 7 décennies, ce qui équivaut à environ 560 millions de dollars en dollars actuels. Cette charge financière a eu un impact significatif sur le développement économique du pays. Si cet argent était resté en Haïti plutôt que d'être expédié en France, il aurait ajouté 21 milliards de dollars à l'économie haïtienne au cours des 2 derniers siècles. Après des années de paiement, il a fallu attendre 1947 pour qu'Haïti puisse enfin rembourser sa dette envers la France. Cette dette a eu un impact dévastateur sur l'ensemble de l'économie haïtienne. Cela a limité la capacité du pays à investir dans les infrastructures et les services publics essentiels, conduisant à un sous-développement économique persistant et à une pauvreté structurelle. En outre, le remboursement de la dette a conduit à une dépendance accrue à l'égard des emprunts à taux d'intérêt élevés, perpétuant ainsi un cycle d'endettement et d'instabilité financière. Cette instabilité monétaire a eu un impact négatif sur la croissance économique d'Haïti et a entravé son potentiel de développement et de prospérité. En résumé, la dette d'indépendance infligée à Haïti par la France a eu des conséquences désastreuses sur l'économie haïtienne et a entravé sa croissance en tant que nation indépendante. Il est temps pour la France de reconnaître et de remédier à ces actes répréhensibles passés et d'œuvrer à la réparation des dommages qu'elle a causés. Haïti mérite la chance de s'épanouir et d'atteindre son plein potentiel en tant que nation souveraine. En outre, la demande de restitution de la dette d'Haïti est sans équivoque étayée par des preuves historiques. Les archives de 1825, détaillant l'ordonnance du roi Charles X, démontrent clairement que cette dette a été imposée à Haïti sous la menace d'une intervention militaire française. Le journalisme d'investigation a mis au jour les manœuvres politiques et les pressions exercées par la France pour contrer les demandes de réparation d'Haïti, ne laissant aucun doute sur l'injustice subie par le peuple haïtien. Les analyses économiques ont quantifié l'impact dévastateur de cette dette sur le développement d'Haïti, estimant les pertes de croissance économique entre 21 et 115 milliards de dollars sur plus d'un siècle. Ces preuves constituent une base solide et convaincante pour la demande de restitution, soulignant l'impératif de réparation des torts passés.
Il est crucial de cesser de blâmer les autres nations pour les difficultés d'Haïti et d'accepter la part de responsabilité qui nous incombe. En comprenant le néocolonialisme, qui décrit l'influence souvent économique et politique exercée par certaines nations sur d'autres, notamment celles qu'elles ont historiquement colonisées, nous pouvons commencer à rectifier les torts. Cette prise de conscience est essentielle pour un développement autonome et équitable. Il est temps d'agir de manière constructive en partageant la responsabilité et en travaillant ensemble pour un avenir où toutes les nations peuvent prospérer librement et justement. La mentalité du crabe est un autre problème qui touche de nombreuses personnes. C'est une façon de penser où les gens deviennent jaloux lorsqu'un proche commence à faire mieux qu'eux. Les gens veulent peut-être vous voir réussir, mais ne veulent pas nécessairement que vous fassiez mieux qu'eux. Cette réflexion est souvent décrite comme suit. Si je ne peux pas l'avoir, vous non plus. La métaphore vient de la façon dont les crabes se comportent lorsqu'ils sont piégés dans un seau. Tandis qu'un crabe peut rapidement sortir, les autres le ramènent. La mentalité de crabe peut rendre l'environnement général du groupe plus désagréable. Cela peut amener les gens à perdre du temps, à faire des choses qui ne leur profitent pas et à amplifier les émotions négatives comme l'avidité et la jalousie. Cette mentalité n'est pas propre à Haïti, mais elle est répandue dans de nombreux autres pays. Dans une petite île comme Haïti, le monde extérieur est comme des vautours en quête de ressources et nous n'avons pas besoin d'aggraver les choses en ayant une mentalité de crabe. En tant qu'individus jeunes et pleins d'entrain, nous, les 29ers, ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous refusons de rejeter la faute sur les autres, comme vient de le souligner Gigi. Au lieu de cela, nous devons agir pour revendiquer ce qui nous revient de droit. Nos ancêtres ont sacrifié leur vie pour cette terre, en payant le prix ultime. Pourtant, pour payer les terres qu'ils possédaient déjà, ils ont dû emprunter de l'argent à une banque française et payer à la France une dette de 90 millions avec intérêt. C'est ce que j'appelle une triple dette. Haïti doit prendre plusieurs mesures pour réparer les dommages causés par la dette coloniale. Premièrement, le pays devrait négocier diplomatiquement avec la France, exigeant le remboursement de la dette avec intérêt. Il est important de citer des précédents historiques et des principes du droit international qui remettent en question la validité du transfert des dettes coloniales. Deuxièmement, Haïti devrait demander l'aide de la communauté mondiale, y compris d'organisations comme les Nations Unies, pour reconnaître et soutenir sa demande de réparation. Troisièmement, Haïti doit établir un cadre juridique interne pour déterminer l'étendue du préjudice subi et définir les modalités d'indemnisation. Cela est crucial pour garantir que le pays reçoive une compensation équitable. Haïti doit également soigneusement documenter l'impact économique et social de la dette sur plusieurs générations pour renforcer sa position. Enfin, la société civile haïtienne et internationale doit s'unir pour exercer davantage de pression sur la France afin qu'elle accepte sa responsabilité historique et contribue à un plan de développement durable pour Haïti. Ces efforts, ainsi que les politiques internes visant à améliorer la gouvernance et à stimuler l'économie, sont la clé pour surmonter les conséquences de la dette coloniale et ouvrir la voie à un avenir plus prospère. Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous apprécions votre soutien et vos commentaires. À l'approche de notre premier anniversaire, nous souhaitons vous encourager à continuer à faire connaître notre podcast. Notre prochain épisode va explorer un sujet important. Comment pouvons-nous encourager l'autosuffisance en Haïti et réduire la dépendance à l'égard de l'aide étrangère? Il s'agit d'un élément crucial pour faire d'Haïti une zone bleue. Nous souhaitons vous rappeler de partager et de suivre notre podcast sur votre plateforme préférée. Nous apprécions vos commentaires et suggestions et nous nous engageons à proposer un contenu engageant qui promeut l'amour,
le respect, l'égalité et la paix. Alors, préparez-vous à nous rejoindre pour une discussion approfondie sur la promotion de l'autosuffisance en Haïti. Nous sommes convaincus que cet épisode vous inspirera et vous permettra d'apporter des changements positifs dans votre vie et dans le monde qui vous entoure. Pour clôturer cet épisode, nous aimerions partager une chanson inspirante d'Ansi et Yol des Roses intitulée « Si bon Dieu » qui signifie « Si Dieu ». Cette belle chanson incarne l'esprit d'aider les autres avec ce que nous avons reçu de Dieu et le désir d'un avenir meilleur. Soyons tous inspirés et habilités à apporter des changements positifs dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. Bonne écoute! Si bon Dieu ban l'esprit, c'est pour nous capable sembler. Si bon Dieu ban nous cœur, c'est pour nous capable aimer. Si bon Dieu ban la parole, c'est pour nous capable parler, comme ça dit tout ça nous est dit. Depuis n'a dit ça qui est vrai. Pour nous parler toute parole sans qu'elle pas blesser personne. Si bon Dieu dans nos yeux, c'est pour nous capables. Si bon Dieu dans nos oreilles, c'est pour nous capables d'entendre. Si bon Dieu va mémoire, c'est pour nous capable songer, tout ça nous est, tout ça nous ça fait nuit, ça fait crier. Pour ne pas troquer même par hasard, ça qui est bien pour ça qui est mal. C'est pour nous capable manger. Quand tu t'aimes nous manger, sans nous pas gaspiller. Nous plaisons qui grand goût, tout partout sous la terre, la misère pour nous du calé yo. Yo pas demandé pour yo défaite. Songez ces frères, non pas yo, mais si nous voulons pour nous dormir les bonne conscience, c'est pour nous capables de juger. Pour nous être un cap construit, pour nous être un cap détruit. Avant de juger personne, n'a campé devant le glace, n'a regarder si nous sommes blés. Mon cap construit, mon cap détruit. Mon cap simailler la justice. Ou bien la mort. Si bon Dieu pas nous nomme, c'est pour nous capable de souffrir. À tout le monde qui est nomme, la vie a malmenée. Nous-mêmes qui gagnons moyens, qui gagnent la santé, pas oublier frère, nous capter. Sans abri, tout unis. Nous tous sommes bien contemporains, en Québec, mais juste en en Québec, mais juste en